Nous allons voir dans cette présentation les notions de contrainte totale et de contrainte effective pour un sol saturé. Ici, on commence d'abord par la notion de contrainte totale. Alors, si je prends un sol saturé, c'est-à-dire dont tous les vides sont remplis par de l'eau. Voilà un sol saturé. Ça peut être un échantillon de sol saturé ou bien un terrain constitué d'une nappe phréatique. En tout cas, ici, on voit que le sol est constitué uniquement de grains solides et d'eau et que tous les vides ici sont remplis par de l'eau. Donc, c'est un sol saturé caractérisé par son poids volumique saturé qui est égal, qu'on appelle gamma sat. Si je prends un point considéré, je prends un point situé ici à une profondeur Z. Z par rapport au niveau Z égale à 0, la surface du terrain, et donc le point considéré ici se trouve à une profondeur Z. Alors ce point, donc, va être, au niveau de ce point, va s'exercer une contrainte verticale. Alors cette contrainte verticale est due au poids du sol saturé qui est au-dessus de ce point-là. Donc, le poids de la colonne de sol que voici exerce une force rapportée à la surface, donc donne une contrainte. Alors, comment je calcule cette contrainte? Ben, cette contrainte est calculée comme étant donc sigma 1, sigma qui est égal à sigma 1 est égal à gamma sat, c'est-à-dire le poids volumique saturé de ce terrain, multiplié par Z. Donc, si je prends le poids volumique saturé gamma sat, je multiplie par la hauteur Z. Ici, ça me donne la contrainte verticale qui s'exerce au niveau donc, de ce point. Je rappelle que cette contrainte ici est due au poids des terres du cylindre de sol qui est au-dessus de ce sol. En tout cas, c'est dû au poids des terres au-dessus du point considéré. Alors, cette contrainte, c'est une contrainte totale. On l'appelle une contrainte totale parce que le poids volumique considéré ici, vous voyez que c'est le poids volumique total du sol, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette contrainte-là, elle est due à la fois par les grains solides et l'eau. Donc, ce point, on l'appelle une contrainte totale. Donc, cette contrainte totale ici, donc, on la note sigma 1. Alors, je suis donc sur cette facette-là. Maintenant, je peux aussi tourner la facette. Donc, la facette peut tourner d'un angle alpha ou bien d'un angle θ. Vous voyez ici, la contrainte, il y a toujours la contrainte normale à cette facette qui est la contrainte totale, mais regardez, il y a maintenant une contrainte tangentielle. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sur un plan principal. Évidemment, la contrainte devient une contrainte normale. Je peux décomposer ça à une contrainte normale et une contrainte tangentielle. Maintenant, la facette continue de tourner jusqu'à devenir ici un plan principal. Vous voyez ici, et là, la contrainte, vous voyez, elle est uniquement normale et ici, elle est horizontale. Donc, c'est la contrainte horizontale. On l'appelle aussi sigma 3. Ici, c'est la contrainte horizontale. Donc, vous voyez que ici, évidemment, cette contrainte horizontale est plus faible que la contrainte verticale. On verra tout à l'heure que cette contrainte horizontale est liée à la contrainte verticale pour un massif de sol au repos par la relation K0. Donc, on dira que sigma H, ici, ou sigma 3, c'est la contrainte, en tout cas, c'est la contrainte principale mineure, est égale à K0 si le massif est au repos multiplié par la contrainte verticale avec K0 qui est un paramètre, un coefficient qui est inférieur à 1. Donc, voilà la notion de contrainte totale. Elle est due au poids total donc, du sol saturé au-dessus du point considéré. Alors, maintenant, on va voir la notion de pression interstitielle. Pour ce faire, je vais enlever tous les grains donc, et je laisse uniquement l'eau.
Hein. Supposons que le milieu, maintenant, est constitué uniquement par de l'eau. La profondeur Z égale la surface du terrain naturel est toujours là, Z égale à 0, et le point se trouve toujours à une profondeur Z. Alors, à partir de là, donc, évidemment, il y aura toujours une contrainte verticale qui s'exerce ici. Alors, cette contrainte, elle est due à quoi? Elle est due au poids de l'eau qui est au-dessus du point considéré. Alors, donc, ici, comment je peux calculer cette pression-là? C'est ça qu'on appelle la pression interstitielle. Donc, la pression interstitielle, on note U de W. U de W, c'est-à-dire que c'est une pression qui est due uniquement à la colonne d'eau, au poids de l'eau qui est au-dessus du point considéré. Évidemment, ça devient égal toujours à gamma W, le poids volumique de l'eau, multiplié par Z de W, la hauteur de la colonne d'eau au-dessus du point considéré. Donc, vous le voyez ici, c'est ça qu'on appelle la pression interstitielle. Donc, la contrainte dans l'eau, c'est ça qu'on appelle la pression interstitielle. Et à la profondeur Z donnée, elle correspond au poids de l'eau au-dessus du point de calcul, au-dessus du point de calcul. Maintenant, regardez, lorsque la facette tourne, la facette peut tourner et devenir ici un plan principal. Mais voyez, quel que soit alpha, ici la pression interstitielle ne change pas et il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans l'eau, il ne peut pas y avoir de contrainte de cisaillement. Donc ne parlez jamais de contrainte de cisaillement dans l'eau, car l'eau ne peut pas supporter une contrainte de cisaillement. Donc vous voyez que dans l'eau, la pression, elle est uniquement normale. Sur n'importe quelle facette passant par ce point, la contrainte, elle est uniquement normale et c'est la pression interstitielle. Ça, c'est important donc de le noter. Donc, c'est ça qu'on appelle la pression interstitielle. Donc, ici, vous voyez, si la facette tourne aussi, U de W est égal à gamma W fois Z. Si la facette tourne encore jusqu'à devenir ici un plan principal aussi, U de W, c'est gamma W fois Z. Tant que Z ne change pas, tant que la profondeur n'a pas changé, la contrainte, la pression interstitielle ici, due à l'eau, ne va pas changer. Il ne faut pas ici parler de contrainte de cisaillement. L'eau ne peut pas supporter une contrainte de cisaillement. Donc voilà, cette contrainte, cette pression interstitielle est la même, quelle que soit l'orientation de la facette consulaire. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui reste maintenant, la contrainte effective, ou bien la contrainte intergranulaire, on l'appelle aussi comme ça. Alors, en ce moment, la répartition des contraintes entre le squelette solide, c'est-à-dire les grains ici, et l'eau. Puisque le milieu était saturé, donc il n'y a que les grains solides et l'eau. Donc, on va voir comment sera répartie la contrainte totale entre les grains solides et l'eau. Alors, cette répartition est représentée par ce qu'on appelle le postulat de Karl-Terzaghi. Alors, au début, c'était un postulat, c'est-à-dire déduit des constatations expérimentales de Terzaghi, mais c'est devenu plus tard une loi. On l'appelle maintenant la loi de Terzaghi. Pourquoi? Parce que, évidemment, ayant fait ses preuves, ayant été validé expérimentalement, en ce moment, on a décidé, donc, on l'appelle maintenant la loi de Terzaghi. Alors, maintenant, on va le voir ici tout de suite. Donc, le sol, je reprends le sol qui est saturé. Donc, la contrainte totale, qui est la sigma 1, on va dire que cette contrainte totale va être, sera répartie. Il y a une partie de cette contrainte totale qui sera répartie qui sera supportée par quoi? Par les grains solides, et l'autre partie qui sera supportée par l'eau. Donc, la partie qui va s'exercer sur les grains solides, on va l'appeler la contrainte effective, et la partie qui va s'exercer sur l'eau, on l'a déjà appelée la pression interstitielle.
Donc, ce que dit la loi de Terzaghi, c'est tout simplement que la contrainte totale est égale à la contrainte effective ou bien la contrainte intergranulaire plus la pression interstitielle. Donc, vous le voyez ici sur les flèches, la contrainte totale, une partie qui est due à l'eau, c'est la pression interstitielle, et l'autre partie qui est due au grain solide qu'on appelle la contrainte effective. Maintenant, regardez, lorsque la facette tourne, vous voyez que la contrainte totale peut varier, la contrainte effective peut varier. Mais regardez, est-ce que la pression interstitielle varie? Non, la pression interstitielle ne varie pas. Sa valeur ne varie pas. Elle est toujours égale à gamma W fois Z, ou bien fois Z de W, ou bien fois H de W. Donc, ça, c'est extrêmement important. Par contre, évidemment, la contrainte totale peut varier, la contrainte effective peut varier. Et en ce moment, donc, quelle que soit la facette sur laquelle nous sommes, la contrainte totale est toujours égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle. Donc, voilà la loi de Terzaghi. Sigma est égal à sigma prime plus U de W. La contrainte totale est égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle. Maintenant, à partir de là, on tire la contrainte effective qui est égale à la contrainte totale moins la pression interstitielle. La contrainte effective, on appelle également, je l'ai dit, la contrainte intergranulaire. C'est la contrainte qui va s'exercer sur les grains solides, et qui sera donc responsable du comportement du sol. Évidemment, le comportement du sol sera fonction ici de l'état de contrainte effective. Alors, si la contrainte effective augmente, ça veut dire qu'il y a plus de contact entre les grains, il y a plus de force exercée sur les grains, évidemment, donc le sol va se densifier, le sol va subir un tassement. Par contre, si la contrainte effective diminue, si la contrainte effective diminue, ce qui va se passer, c'est qu'il y a moins de contact entre les grains. Évidemment, ça va se matérialiser par une augmentation de volume. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi de Terzaghi, avec le principe de la contrainte effective, qui est extrêmement important. On dit que c'est l'une des lois, c'est la loi d'ailleurs la plus importante en mécanique des sols. Donc, voilà. Mais attention, dans l'eau, il ne faut pas parler de pression interstitielle. On a déjà dit que donc, taux prime est égal à taux. Il ne faut pas parler de contrainte de cisaillement dans l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure, l'eau ne peut pas supporter une contrainte de cisaillement. Alors, voilà monsieur Terzaghi. Il est né en 1883 à Prague et il est mort en 1963 à Winchester, aux États-Unis. Donc, c'était un ingénieur civil et un géologue autrichien, considéré comme le père de la géotechnique et de la mécanique des sols. Voilà, il a enseigné partout, à Istanbul, à Boston, à Vienne, à Harvard, voilà, jusqu'à sa mort en 1963. Donc, voilà. Donc, le principe de la contrainte effective. Alors, maintenant, je peux aussi tenter de démontrer. Donc, ici, je vais prendre dans le sol saturé, ici, deux grains qui sont en contact. Vous voyez, deux grains qui sont en contact. Donc, évidemment, le sol étant saturé, de part et d'autre, il y a forcément, c'est de l'eau. Alors, la surface totale est la grande S. Et je peux dire que petit s, c'est la surface de contact intergranulaire. Alors, si j'exerce une force sur cet assemblage-là, je peux dire qu'il y a une partie de cette force qui est reprise, qui s'exerce sur la surface de contact entre les deux grains. Par contre, l'autre partie va être transformée en pression interstitielle. Donc, ça, c'est une contrainte maintenant, en pression interstitielle. Ce que je peux transformer aussi en force hydrostatique, par exemple. Donc, ici, la surface petit s, vous voyez qu'elle est très, très inférieure par rapport à la grande surface, évidemment. Donc, la force grand F est égale à la force petit f plus la force hydrostatique. Alors, F, c'est la force totale. Petit f, c'est la force de contact intergranulaire. Maintenant, ici, c'est une pression. U de W est une pression, mais je peux
je peux transformer ça en une force. Hein. La pression étant la force divisée par la surface. Avoir la force, n'est-ce pas? Je prends la pression, je multiplie par la surface. Donc ici, vous voyez, donc la force hydrostatique, c'est la pression interstitielle multipliée par la surface. La surface, c'est ce qui reste, hein? C'est-à-dire le grand S moins petit s. Donc, je reviens ici, maintenant, voilà les forces. Maintenant, je vais chercher les contraintes. Pour obtenir les contraintes, il suffit tout simplement de diviser par la surface grand S. Si je divise par la surface grand S, j'ai les contraintes, n'est-ce pas? Donc ici, grand F sur S hein, va être la contrainte totale. Petit f sur S va être la contrainte effective, plus U de W, hein, grand S moins petit s sur grand S. Donc, je vais transformer cette équation. Vous allez voir que, donc voilà, sigma est là, c'est la contrainte totale, n'est-ce pas? Plus ceci est égal à sigma prime, c'est la contrainte effective, plus U de W, facteur de 1 moins petit s sur grand S. Mais puisqu'on a dit tout à l'heure que petit s est très faible par rapport à grand S, cela veut dire que cette partie hein, tend vers 0. Ce qui me reste quoi? Ce qui me reste, la loi de Terzaghi, qui est là, sigma égale à sigma prime plus U de W. Voilà, donc une tentative de démonstration de la loi de Terzaghi. Ce n'est pas parfait, c'est pas parfait. Parce que, comme on l'a dit, c'était un postulat. Là, j'ai tenté juste de démontrer, d'approcher cette formule-là. Hein, mais, vous voyez que, voilà, c'est logique hein, d'avoir cette relation-là. Cette relation a été vérifiée expérimentalement. Alors, voilà. Si je reviens maintenant au cercle de Moore, je peux tracer le cercle de Moore des contraintes totales, comme je peux tracer le cercle de Moore des contraintes effectives. Regardez, sigma est là, sigma 3 est là. Donc ça, c'est le cercle de Moore des contraintes totales. Je peux aussi tracer le cercle de Moore des contraintes effectives, n'est-ce pas? Sigma prime 1, sigma prime 3. De toutes les façons, la différence, par exemple, entre sigma 1 et sigma prime 1, me donne quoi? La pression interstitielle. La différence entre sigma 3 et sigma prime 3 me donne toujours la pression interstitielle. Vous voyez ici, U de W. Vous voyez là, U de W. Donc, évidemment, je peux tracer le cercle de Moore des contraintes totales, comme je peux tracer le cercle de Moore des contraintes effectives. Voilà. Donc, voilà, vous voyez ici le cercle de Moore des contraintes totales, il est là. Et voilà le cercle de Moore des contraintes effectives qui est là. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que dans certains calculs, on aura besoin de travailler en contrainte totale hein, pour certains types de calculs d'ouvrage. Certains types d'ouvrages seront calculés, on parlera plus tard à court terme. En ce moment, on utilisera les contraintes totales. Par contre, d'autres seront calculés à long terme. Et en ce moment, on utilisera les contraintes effectives. Donc, voilà l'angle de θ qui est là. Donc, de toutes les façons, avec ça, pour l'orientation avec une facette orientée θ, je peux toujours calculer la contrainte normale, hein, principale, la contrainte principale et la contrainte principale majeure et la contrainte principale mineure. Donc, qu'elle soit alpha, regardez que ce soit la contrainte principale majeure, sigma prime 1, c'est sigma 1 moins U de W. Sigma prime 3, c'est sigma 3 moins U de W. Sigma prime θ quelconque égale à sigma θ moins U de W. Donc, qu'elle soit alpha, la contrainte effective, c'est toujours égal à la contrainte totale moins la pression interstitielle. Mais attention ici, taux prime θ est égal à taux θ. Hein, on avait dit ça tout à l'heure. Hein, l'eau ne supporte pas de contrainte de cisaillement. Exemple, on va prendre un exemple. Le premier exemple qu'on va voir, je vais prendre un sol qui est là. Regardez un terrain qui est naturel, un terrain naturel qui est là. La surface du terrain naturel est là. Donc, de 0 jusqu'à 4 mètres de profondeur, c'est un sable sec. C'est un sable sec. De 4 mètres jusqu'à 10 mètres, hein, sur une épaisseur de 6 mètres. Donc, on appelle L2. Ici, ça c'est L2. C'est un sable saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a une nappe phréatique qui est ici. Donc, voilà, ça c'est une nappe phréatique. Donc, ce terrain-là, il est sous la nappe phréatique. Par contre, ce terrain-là en haut, il est hors nappe phréatique.
Donc, ici, ce terrain est caractérisé par un gamma, le gamma 1, qui sera évidemment un gamma D, puisque le sable il est sec. Et ce terrain-là, il est caractérisé par son gamma 2, c'est le deuxième terrain. Évidemment, ce sera un gamma sat, puisque ici, c'est un terrain plongé dans une nappe phréatique. Donc, voilà, je prends maintenant un point ici. Voilà le point. Hein, parce qu'en bas, vous avez le substratum imperméable. Donc, je prends le point qui est là. Donc, ce point-là, je peux calculer la contrainte totale, calculer la contrainte totale qui s'exerce ici, la contrainte verticale totale. Je peux calculer la contrainte horizontale totale. Je peux calculer la pression interstitielle et puis après en déduire les contraintes effectives. Comment? Il me faut d'abord avoir les gamma D ici et le gamma SAT là. Donc, bon, on va donner les données du problème. Voilà. Pour les types de sol qu'on a ici, le gamma S de ce sol, c'est 2,65 kN par mètre cube. Le gamma W, c'est le poids volumique de l'eau. On va prendre 10, ça c'est 10 kN par mètre cube. Et l'indice des vides de ce sable-là, c'est 0,75. Donc, avec ces données-là, donc ça devient très facile d'avoir ici le gamma SAT de ce terrain-là, ensuite d'avoir le gamma D de ce terrain-là. Il suffit tout simplement donc de reprendre les relations qu'on a déjà utilisées dans le premier chapitre du cours de mécanique des sols, les propriétés physiques des sols. Donc, le but du jeu ici est de calculer la contrainte sigma 1, c'est-à-dire la contrainte totale, et la contrainte effective verticale. Hein. Sigma 1, c'est la contrainte totale verticale. Sigma prime 1, c'est la contrainte effective verticale. C'est ça la question qui est posée. Alors, il faut donc aller chercher essentiellement ici les paramètres. Donc, je fais cette schématisation hein, pour avoir le gamma sat. Puisque le sol ici, il est saturé, il n'y a que les grains solides et l'eau. Donc, je prends donc, voilà, l'indice des vides égale E, puisque VS ici, hein, c'est un volume unitaire. Donc, ici, le volume total devient 1 plus E. À partir de là, donc, j'utilise les relations que nous connaissons. Le gamma sat hein, devient égal à quoi? À gamma S plus E gamma W sur 1 plus E. Ça me donne hein, combien? 19,4 kN par mètre cube. Voilà, j'ai pu calculer le gamma sat de ce terrain-là qui est plongé dans la nappe phréatique. Alors, il me manque maintenant, voilà, je remonte, il me manque gamma D. Donc, pour avoir gamma D, évidemment, je prends juste gamma S, n'est-ce pas, divisé par 1 plus E. En ce moment, donc, j'ai le gamma D, ce qui me donne ici environ 15 kN par mètre. Donc, toutes ces relations ont été déjà étudiées dans la partie propriété physique des sols. Voilà, maintenant j'ai le gamma SAT, ensuite j'ai le gamma D. Je peux maintenant passer au calcul des contraintes. La contrainte totale ici, principe de superposition, j'ai deux terrains différents. Donc, principe de superposition, tout simplement. Cela veut dire que la contrainte qui s'exerce ici est due au poids donc, du sable sec plus le poids donc, du sable saturé. Donc, je prends le poids volumique de ce sable sec multiplié par la hauteur de ce sable sec plus le poids volumique de ce sable saturé multiplié par la hauteur de ce sable saturé. Voilà, c'est ce que j'appelle sigma 1 égale à gamma 1 L1 plus gamma 2 L2. Ici, c'est L2, hein, L2. Donc, si je le fais, j'ai la contrainte totale qui s'exerce au niveau de ce point-là. Donc, voilà, application numérique. Il suffit de remplacer ici pour trouver que la contrainte totale est égale à 177 kPa. Alors, maintenant, la pression interstitielle au point U. La pression interstitielle, on a dit que c'est gamma W fois H de W. Donc, le gamma W, c'est le poids volumique de l'eau. On l'a déjà dit, c'est 10 kN par mètre cube, multiplié par Z de W. La hauteur de la colonne d'eau, c'est quoi? C'est 6 mètres, hein? Attention, hein? La surface de la nappe est là. Donc, de la surface de la nappe jusqu'au point considéré, c'est 6 mètres. Donc, voilà, je prends 10 fois 6, ça me donne 60 kilopascal. C'est bon? Voilà la pression interstitielle. Eh bien, maintenant, je peux calculer la contrainte effective avec la loi de Terzaghi qui est là, sigma prime 1 égale à sigma 1 moins U de W. Hein? Application numérique, voilà, je trouve 117 kilopascal. C'est la contrainte effective. Maintenant, la contrainte
sigma prime 1, c'est la contrainte effective principale, majeure, n'est-ce pas? Maintenant, il me reste à avoir quoi? Même si ce n'est pas demandé ici, hein, je vais montrer comment le trouver, c'est-à-dire comment calculer la contrainte effective principale mineure, c'est-à-dire sigma prime 3. Sigma prime 3, c'est-à-dire la contrainte effective horizontale. Hein, sigma prime 1, c'est la contrainte effective verticale. C'est aussi la contrainte principale majeure, effective toujours. Par contre, sigma prime 3, c'est la contrainte effective horizontale, n'est-ce pas? Alors, comment l'obtenir? À partir de la relation sigma prime 3 sur sigma prime 1, ou bien sigma prime horizontale sur sigma prime verticale égale à K0. K0, c'est le coefficient de pression des terres au repos, lorsque le massif est au repos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un massif au repos? Un massif au repos, c'est un massif qui ne supporte aucun ouvrage, qui ne travaille pas du tout. Hein? Il n'est pas supporté par un ouvrage, mais il ne supporte pas aussi un ouvrage. On dit que le massif de terre est au repos. En ce moment, car la relation qui lie la contrainte verticale et la contrainte horizontale, ça qu'on appelle K0. K0, c'est le coefficient de pression des terres au repos. Parce que le massif peut ne pas être au repos. Le massif peut être à l'état actif. Le massif peut être à l'état passif. Donc, il peut travailler à l'état actif, comme il peut travailler à l'état passif. Hein. En ce moment, on parlera de coefficient de poussée active et de coefficient de poussée passive, ou bien de poussée et de butée tout court. Donc, voilà. Donc, dans ce cas où le massif est au repos, en ce moment, K0, hein, c'est ça le coefficient de pression des terres au repos. Il faut savoir que le K maintenant est toujours inférieur à 1, puisque la contrainte horizontale, c'est la contrainte principale mineure, qui est toujours plus faible que la contrainte principale majeure, et demain, il faut que le K soit inférieur à 1. Donc, ici, par exemple, hein, on n'a pas cherché, mais ici, hein, si le K de notre massif est égal à 0,5, pour avoir sigma prime 3, il suffit tout simplement de prendre sigma prime 1 et de multiplier par 0,5 pour avoir voilà, la contrainte horizontale effective. Donc voilà, à partir de là, si je veux, je peux tracer le cercle de mort. N'est-ce pas? Je peux tracer le cercle de mort des contraintes effectives. Je peux tracer le cercle de mort des contraintes effectives. Hein? Voilà, ça c'était sigma prime 1, et là c'est sigma prime. Voilà, cercle de mort des contraintes effectives. Deuxième exemple que nous allons voir, voilà, on va voir à travers cet exemple un écoulement ascendant. Regardez le massif de sol qui est là, hein, est soumis à un écoulement ascendant. Regardez le réservoir d'alimentation qui est là. Donc, ça permet d'alimenter le sol. Hein, à la saturation, voilà la sortie de l'écoulement. Et ici, dans ce sol-là, de longueur L, l'écoulement est ascendant. Alors là, je vais tracer ce qu'on appelle le diagramme des contraintes. Donc, ça, c'est très fréquent dans les exercices ou bien dans les problèmes. On vous demande parfois de tracer la distribution des contraintes, c'est-à-dire parfois le diagramme, donc que ce soit les contraintes totales, les contraintes effectives et les pressions interstitielles, ça vous permet, on demande parfois donc de le tracer en fonction de Z, en orientant l'axe Z vers le bas et à partir de là, donc, de tracer la distribution. Alors là, je peux le faire tout de suite, hein, parce que si je prends la contrainte totale, la distribution, elle est triangulaire, vous la voyez. Donc, voilà l'axe Z, comment ça s'appelle, hein? Excusez-moi, l'axe sigma ici, qui donne les contraintes, hein, que ce soit la contrainte totale, la contrainte effective ou bien la pression interstitielle. L'axe Z est là. Donc, à partir de Z égale à 0 Z égale à 0 ici, donc si Z égale à 0, la contrainte totale est égale à quoi? Est égale à gamma 7 fois 0. Donc ici, vous voyez que c'est 0. Par contre, si Z est égal à L, quand nous sommes ici, ça veut dire que la contrainte totale est maximale, n'est-ce pas? Donc, ici, je peux donner son expression comme étant gamma 7 multiplié par L. Donc, vous voyez que c'est 0 à la surface et c'est maximal à la base. C'est quoi? Nous avons une distribution triangulaire dans ce milieu qu'on considère comme homogène. Je peux maintenant aussi tracer la distribution de la pression interstitielle. Là aussi, c'est une distribution triangulaire, nulle à la surface et maximale à la base. Ici, c'est gamma W fois L. Ouais. C'est ça, la pression interstitielle. Ce qui reste maintenant, ça, c'est la contrainte
effective, n'est-ce pas? La contrainte effective, c'est quoi? C'est la contrainte totale moins la pression indicielle. Donc, c'est gamma sat L moins gamma WL. Si je factorise par L, ça me donne L facteur de gamma sat moins gamma W. Gamma sat moins gamma W, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi? C'est le poids volumique des G. Donc, ici, vous voyez, c'est gamma prime fois L. Donc, vous le voyez ici, gamma sat moins gamma W, c'est gamma prime, c'est le poids volumique des G. Et tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'exercice précédent, on avait le gamma sat. Hein. En ce moment, on peut retrouver facilement cette expression gamma prime qui est égale à gamma S moins gamma W sur 1 plus E, comme nous l'avions déjà donné dans la première partie du cours de mécanique des solides. Alors, donc, voilà, je le prends ici. Sigma prime L, la contrainte effective, c'est quoi? C'est gamma sat L moins gamma WL, c'est-à-dire gamma sat moins gamma WL. Ceci est égal à gamma prime fois L. Alors, toujours dans cet exemple 2, alors, je vais soulever un tout petit peu, regardez, le niveau du réservoir d'alimentation, n'est-ce pas? Alors, là, je veux montrer quelque chose qu'on avait déjà démontré dans la partie hydraulique des sols. Alors, pourquoi? Parce que quand je remonte ici le niveau d'alimentation, vous voyez, ici, H, hein, j'augmente son niveau. En ce moment, vous voyez que l'écoulement, il est ascendant ici. Hein, donc, vous voyez, la sortie de l'écoulement ici. En ce moment, nous sommes dans une zone où l'écoulement est ascendant. Donc, si je reprends le diagramme des contraintes ici, il n'y a pas de souci. La contrainte totale, vous voyez, hein, c'est toujours gamma sat fois L ici. Il n'y a pas de souci, donc c'est le gamma sat fois L. Maintenant, regardez pour la pression indicielle. Hein, la H de W va augmenter. Pourquoi? Parce que j'ai relevé le niveau donc d'entrée ici, la surface de l'eau dans le réservoir d'alimentation. En ce moment, la pression indicielle devient égale à quoi? À gamma W, facteur de L, cette longueur-là, mais il faut ajouter le H là. Pourquoi? Parce que la pression indicielle ici est fonction de quoi? De la différence de niveau entre le point considéré et la surface de l'eau dans le réservoir d'alimentation. Vous le voyez nettement ici. Et voilà, maintenant, je peux appliquer la loi de Terzaghi. Elle est là. Contrainte effective égale à contrainte totale moins la pression indicielle. Donc, vous voyez le gamma sat L moins gamma WL plus H. Alors, regardez bien maintenant cette expression. Je vais la transformer en sigma prime, je sors le L, ce qui me reste ici à l'intérieur de la parenthèse, gamma sat moins gamma W, facteur de 1 plus H sur L. H sur L vous rappelle quoi? H sur L vous rappelle le gradient hydraulique. Donc, H sur L est le gradient hydraulique I. Alors, maintenant, si j'augmente le niveau H, hein, si H augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le gradient va augmenter, n'est-ce pas? Si j'augmente H jusqu'à ce que la contrainte effective s'annule, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si la contrainte effective s'annule, cela veut dire qu'il n'y a plus de contact intergranulaire, cela veut dire que les grains peuvent maintenant commencer à se mouvoir sous l'effet des forces d'entraînement volumiques, ici, des forces d'écoulement ascendantes également. Donc, attention, donc, hein, si on avait déjà dit tout à l'heure que si la contrainte effective diminue, en ce moment, il y a moins de contact, hein, et le sol commence les grains commencent à s'éloigner entre eux. Donc, si j'augmente ici le gradient hydraulique jusqu'à ce que la contrainte effective s'annule, en ce moment, hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Renard qui va aller jusqu'à la boulance. Donc, ici, pour avoir maintenant le gradient hydraulique critique qui va engendrer cela, mais il suffit tout simplement de poser que cette équation égale à 0, sigma prime, la contrainte effective égale à 0. Donc, si la contrainte effective est égale à 0, cela veut dire que elle ne pouvant pas être nulle, cela veut dire que c'est ça qui est nul. Donc, gamma sat moins gamma W, facteur de 1 plus I, ça c'est le gradient hydraulique, égal à 0. Donc, conséquence, à partir de là, je peux tirer quoi? Le gradient hydraulique critique. Vous vous souvenez, hein? Donc, ça, on en avait parlé
lors de l'écoulement, c'est le phénomène de renard par soulèvement dont on avait parlé lors donc, de l'écoulement, hein, donc essentiellement dans le cadre donc, des études donc, de l'écoulement ascendant dans un sol. Donc, c'est ça qu'on appelle le gradient hydraulique critique. Donc, dès que le gradient hydraulique atteint le gradient hydraulique critique, c'est le phénomène de renard qui se matérialise par une instabilité. Donc, tant que le gradient hydraulique est inférieur à la valeur critique, il y aura une stabilité. Mais dès que ça atteint sa valeur critique, en ce moment, c'est le début de l'instabilité. On a parlé du phénomène de renard et donc de la boulance. Voilà, merci de votre aimable attention. C'est la fin de cette partie sur le principe de la contrainte effective de terre sec.